Bonjour à tous et bienvenue sur la Source d'eau télévision. Il est 14h et à 14h, c'est votre émission Au cœur de la famille, une émission consacrée aux problématiques, aux thématiques de la famille. Bien sûr, nous parlons de l'éducation des enfants, nous parlons de la préparation au mariage, nous préparons de la relation de couple. Et aujourd'hui, une thématique qui crée beaucoup de tensions dans les couples. Nous allons parler de l'argent, quand l'argent prend le pouvoir dans le couple. C'est une belle thématique. Beaucoup de personnes ont dit que ce thème, et on va en parler. Et pour en parler, on a naturellement des experts. Merci Maman Joséphine Kaye qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, qui est conseillère conjugale. Merci pour ta disponibilité, malgré tous tes programmes chargés. Merci vraiment d'avoir voulu honorer de ta présence à notre rendez-vous de ce jour. C'est moi qui vous remercie. Alors, on a encore à côté l'apôtre Mathieu Elundou qui est là, qui représente, il est non seulement il est homme, mais il va aussi nous donner des aspects bibliques de la question d'argent. Monsieur apôtre Elundou, merci pour ta présence et encore pour ta disponibilité. C'est moi qui vous dis merci. Alors, notre expert en relation de couple, notre auteur, tout à fait pour notre livre aujourd'hui, Angèle. Notre livre dont nous accompagner notre recueil. Alors, Angèle, Yvette, Angèle, te remercie encore pour ta disponibilité. Angèle, c'est un thème pour toi qui encadre les couples comme tous les autres. C'est un thème qui divise, n'est-ce pas? Et on aura le temps d'en parler de manière assez ouverte et surtout de manière très claire. Notre objectif est vraiment que l'argent ne divise pas, mais que l'argent puisse trouver effectivement son rôle dans les vies, dans les couples, et que l'harmonie et la paix puissent être maintenues, quelle que soit la vision financière. Alors, on revient tout à l'heure pour commencer le débat. À tout à l'heure. Alors, Angèle, l'argent, c'est bien. Tout à fait. Mais l'argent, ça gère les factures. L'argent, ça fait beaucoup de choses. Oui, l'argent facilite la vie. Pourquoi on arrive au niveau où l'argent crée des tensions dans un couple, au point vraiment de diviser? Parce qu'on a des couples qui se divisent vraiment, la relation devient tendue, on ne se parle plus pour des questions d'argent. Est-ce que quand on s'est marié, c'était l'argent était la chose qui donnait le ton de la nature de la relation? Pourquoi on arrive à ce niveau? On va se dire que l'argent, c'est quoi déjà? L'argent, c'est la monnaie sous toutes ses formes en fait. Donc les biens, la fortune et la richesse qu'elle représente. Et certains sociologues s'accordent à dire que l'argent est un sujet encore plus tabou que la sexualité. Ça, on ne peut pas l'imaginer. Les gens en parlent très peu, comme il faut et quand il faut. Et à cet effet, on peut naturellement déduire que la gestion de l'argent, selon que c'est bien fait ou pas bien fait du tout, peut effectivement concourir à ce que le couple se porte très mal, ou alors peut concourir à contrario à ce que les choses se passent bien. Ça peut concourir au rayonnement du couple, à son épanouissement. C'est-à-dire quand les choses sont bien gérées. Mais si les choses ne sont pas bien gérées, on peut assister à des scénarios catastrophes, vraiment. Mais ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est pas l'argent en soi. Non, c'est pas l'argent en soi, c'est la compréhension qu'on a de l'argent, la vision qu'on a de l'argent, la gestion qu'on fait de l'argent, les accords qu'on s'est fait au début de la relation. Et comme je disais, si on n'en parle pas, si l'argent est un sujet tabou, justement, il est normal que il est tabou, certes, vous n'en parlez pas, mais c'est une pièce maîtresse dans la constitution du couple, parce que l'argent, en fait, c'est un symbole de pouvoir. C'est-à-dire, avec l'argent, on a le pouvoir de planifier, on a le pouvoir d'organiser, de se projeter, on a le pouvoir d'acheter. Vous voyez que toutes ces fonctions ne peuvent pas être exclues de la vie du couple. Alors, c'est bien de savoir que ce n'est pas l'argent en soi le problème, c'est-à-dire que le problème n'est pas l'argent, parce que l'argent c'est un instrument, c'est un outil, donc en fait c'est des personnes qui leur gestion. Alors, Pasteur Elundou, alors qui dans le foyer doit être le principal pourvoyeur? Parce que la question de l'argent, dans plusieurs couples il y a des divisions, parce que parfois l'argent ne suffit pas, celui qui apporte l'argent veut un peu dominer. Qui est le principal pourvoyeur des charges dans une maison? Ce que je veux dire ici, c'est que tout le monde sait que c'est l'homme qui est le principal pourvoyeur. La Bible le dit, même la loi le dit.
la loi le dit que la loi, il y a un article même qui parle de ça. Et la Bible déclare que l'homme est le chef dans le foyer. Donc, normalement, c'est lui qui doit avoir doit tout mettre en place pour prendre soin de sa femme, ses enfants. Et lorsqu'il y a un problème à ce niveau-là, ça revient sur lui. Et même quand on ne paye pas la scolarité d'un enfant, c'est les parents. C'est le père d'abord qu'on demande. Le directeur demande que ton père ou ton père, avant de voir la mère, on dit que le père ou donc c'est l'homme qui est le principal pourvoyeur et même la loi le dit aussi. Mais est-ce que c'est parce que l'homme est le principal pourvoyeur qu'il doit imposer la direction financière? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent là. Effectivement, je voudrais il fallait qu'on revienne sur l'homme qui est le principal. Est-ce que le fait d'être le principal pourvoyeur devrait amener un homme à imposer une direction financière quand on parle d'un couple où on est partenaire, on est coéquipier dans la gestion de la famille? Je pense que c'est très important d'écouter l'autre dans un foyer. Ça fait partie de la base des enseignements qu'on donne dans le mariage. L'homme est certes le chef, mais c'est bien de faire asseoir son épouse et de l'écouter aussi, parce qu'elle peut aussi t'apporter des idées pour améliorer beaucoup de choses dans le foyer. Elle a quelque chose à dire. Elle n'est pas un robot. Elle est un être humain. Elle a des sens, elle a des émotions, elle a une intelligence, elle a aussi des capacités. Moi particulièrement, je peux reconnaître qu'il y a des moments où mon épouse m'a donné des idées, ou bien elle a apporté quelque chose d'important au niveau même financier dans notre foyer, et je n'ai rien imposé. Donc je pense qu'elle a quelque chose il doit s'asseoir avec elle et aussi écouter pour faire des projets ensemble. Et que le mari doit pouvoir associer l'épouse et non pas imposer une direction, et non pas imposer une direction financière sous prétexte qu'il est on dit même bien imposer. Le mariage, tu peux pas prendre la fille de Christ pour venir imposer les choses n'importe comment. Le monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de maris qui imposent, surtout quand effectivement c'est avéré que c'est lui le principal pourvoyeur. Donc il a tendance à dire c'est moi qui ramène l'argent, donc tu me suis dans ce que je fais. L'époux dit vrai, c'est que parfois nous les hommes on fait souvent des erreurs et on ne s'en rend pas compte. C'est après quand ça cogne, quand on découvre que notre femme nous avertissait depuis, comme la femme de Pilate par exemple. Pilate devait prendre des décisions sur Jésus, mais elle avait la capacité de voir qui est Jésus en esprit. Et maintenant, heureusement que à ce moment-là, elle a senti que l'affaire, c'est comme si elle a toutes les révélations très fortes. Il faut que je l'écoute un peu le tout aussi. Et il a donc l'eau, il a lavé les mains pour dire que à la le dossier là-bas, je ne peux pas me donc parfois on doit écouter nos épouses aussi. C'est bien d'écouter ça, la voix d'un homme qui faut écouter les épouses. Alors moi, Joséphine, est-ce que c'est obligé qu'une femme contribue aux charges de la maison? Merci pour la question. Dire que obligé, je ne prendrai pas la question comme ça. Dans la Bible, Dieu a vu que l'homme était seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et généralement, nous savons qu'on a besoin de l'aide là où on ne peut pas. Et ce n'est pas parce que c'est le chef qui pourvoit qu'il a le monopole, de la connaissance. Ce n'est pas obligé, mais dans les normes, à partir du projet de famille. Parce que normalement, lorsqu'on se marie, on doit avoir un projet. On doit avoir un projet. Maintenant, si on n'a pas établi un projet de famille et qu'on se retrouve dans le mariage et on comprend qu'on n'a pas établi, la femme n'a pas besoin que l'homme lui dise de produire. Elle-même comprend, elle voit la nécessité. Et puis, lorsqu'on va dans Genèse 2,15, on voit que quand Dieu a placé l'homme, Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné la responsabilité de cultiver et d'entretenir. Ce n'était pas pour avoir de la nourriture. Parce qu'avant de créer Adam et Ève, Dieu avait tout prévu. C'était pour leur épanouissement. Et pendant que la femme est en train donc de travailler pour s'épanouir, ça fait aussi rentrer des finances. Donc, il dit, poser la question comme une obligation, ce serait un peu comme si une pression qu'on met sur une femme. Mais nous sommes vraiment dans un contexte où les charges de nos foyers sont vraiment élevées, ou même c'est des hommes qui motivent leurs femmes. On met ça dans la motivation. Moi, on a beaucoup d'hommes qui poussent leurs femmes à acheter l'argent parce qu'ils arrivent au niveau où ils se rendent compte que son revenu ne permet pas à ce qu'il puisse couvrir les charges. Il va se battre pour que la femme puisse vraiment apporter quelque chose. Mais est-ce qu'on peut dire à ce niveau que le monsieur qui pousse sa femme à travailler, c'est parce qu'il veut l'épanouissement de cette femme? Non, on ne peut pas dire comme cela. Mais je voudrais dire que c'est parce que nous avons raté la cible. Nous n'avons pas compris le rôle du mariage. Parce qu'on regarde, on voit dans ces couples où les parents sortent le matin et rentrent le soir, l'éducation des enfants est risquée. Les enfants passent à côté de ce qu'il faut. Et j'ai réalisé que de plus en plus, il y a des personnes qui souhaitent que leurs épouses ne travaillent pas quand les enfants sont encore tout jeunes.
Donc, je voudrais dire que ce n'est pas normal de pousser la femme à chercher de l'argent. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui serait normal à contrario? Ce qui serait normal, c'est que le mari se batte. Ce qui serait normal, c'est de l'encourager. Parce que dans un couple, il y a un bon dialogue, une bonne communication. La femme elle-même va réaliser que ici, là, les charges sont trop élevées. Je pourrais faire quelque chose. Je peux apporter une contribution avec voilà. savoir. Ce qui serait normal, c'est de l'encourager. Alors, est-ce qu'une femme peut décider de choisir son niveau son niveau d'investissement dans la maison, c'est-à-dire que de dire dans cette maison, oui, je travaille, comme tu es le chef dans la maison, je décide de ne m'occuper que d'acheter le gaz, que de payer l'eau et la lumière, parce que tu es le principal pourvoyeur et en tant que tel, tu es responsable de tout et moi je t'aide à ce, parce qu'on parle bien, tu as dit tantôt, maman, que ce n'était pas une obligation. Donc ce n'est pas une obligation, ça veut aussi dire qu'au niveau de la contribution, on peut lui imposer un montant de contribution. Comment on prend ça? On impose. Est-ce qu'une femme peut dire je ne m'arrête qu'ici, monsieur, le reste là, chef de famille, principal pourvoyeur, c'est pour toi? Je suis d'humeur un peu dérangeuse aujourd'hui, d'accord? Parce que cette question d'argent fait couler tellement de salive dans les couples. Ma position est que l'homme est le chef de la famille, le principal pourvoyeur. Et quand on dit chef, l'autorité, ça veut dire que vous avez un outil qui vous permet d'assumer vos responsabilités de chef. Vous ne pouvez pas être chef et puis vous demander qu'on vous entretienne. D'accord? Et si vous m'obligez, si vous obligez votre épouse à contribuer du 50-50, comme c'est à la mode maintenant, j'apporte ma part, elle apporte sa part, comme si c'était une cotisation, une tontine, vous êtes aussi en train de lui céder une partie de votre pouvoir. Désormais, vous êtes deux chefs à la maison. Donc, qu'on se le dise bien clairement, même si la femme gagne des milliards, ne soldez pas votre position de chef parce que votre femme garde des milliards. Elle doit garder en tête le fait que il y a un pourvoyeur dans cette maison et même si ses revenus sont moindres que les miens, c'est lui le chef, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous oriente dans un train de vie, dans une façon de faire. Et pour revenir à ta question, je crois que, comme elle le disait tout à l'heure, on ne peut pas obliger la femme à assumer un genre de responsabilité dans son couple. Mais elle est libre. Par amour, le gaz ne peut pas finir et puis j'attends mon mari. D'accord? C'est quand même un peu irresponsable. C'est-à-dire que, à moins que je n'ai pas d'argent. Mais il ne faut pas que le mari prenne ça comme un acquis. En sorte que désormais, quand il n'y a pas de gaz, il pense que c'est moi qui dois l'acheter. Non. C'est-à-dire, le gaz peut finir si je n'ai pas une urgence sur le feu, j'attends, il vient, il achète tranquillement son gaz, je peux décider ça. Je dis que je suis d'humeur dérangée aujourd'hui, mais il faut qu'on soit clair dans les principes. La femme est libre par amour, c'est surtout de l'amour, par amour, par considération pour son foyer, son mari, ses enfants, ce qu'elle veut bâtir, parce qu'elle n'est pas non plus à l'aventure dans une histoire. Elle est venue construire, elle est impliquée dans un projet. Ce n'est que dans ce sens-là, et c'est vraiment que dans ce sens-là que le mari doit accepter qu'elle participe, qu'elle soit présente dans la gestion des différentes charges courantes du foyer. Apôtre Dundu, est-ce que un mari, quand on écoute bien ce que Angèle est en train de dire là, est-ce que le mari doit regarder finalement le salaire de sa femme? Parce qu'il y a des maris qui demandent les bulletins de paye. Madame, chaque mois, je veux voir ton bulletin de paye. Alors, si nous sommes dans la dynamique, et vraiment, c'est bien que tu aies posé les bases, le mari étant le principal pourvoyeur, est-ce qu'un mari devrait être aussi regardant au niveau du revenu de sa femme? Mais vous avez bien dit, regardez. Donc, parce qu'en général, regardant, c'est pour dire j'attends plus que ce que tu es en train de donner là, parce que le gaz que tu achètes là, avec le revenu que tu gagnes, tu pouvais même payer un peu aussi une partie de loyer avec moi. Oui, où je contrôle tes dépenses. Voilà. Mais sincèrement, ça veut dire qu'il ne comprend pas son rôle. Ça veut dire qu'il a envie de présenter un problème qui révèle qu'il ne comprend pas son rôle de mari. Il doit être cette personne qui gère, par exemple, les plus grandes charges et si sa femme décide de le soutenir, bien d'apporter sa cote part, mais il ne doit pas imposer, il ne doit pas être regardant, il doit laisser sa femme être libre. Et moi je pense que comme Angela a dit, quand une femme se sent vraiment aimée, même si le mari n'a même pas l'argent, je vous dis, elle peut même construire un immeuble à son mari.
même pour le foyer, elle peut faire des choses extraordinaires. Quand elle se sent d'abord aimée, mais si elle voit qu'elle est dans une pression, l'homme est regardant, c'est comme une dictature, c'est comme une prison, bien, on impose, ça devient un peu compliqué et il n'y a plus une bonne communication, la femme peut même craquer. Donc moi je pense qu'il ne doit pas être tellement que regardant. Il doit pas être regardant, un peu comme pour dire, il ne doit pas contrôler. Normalement, comme pour dire qu'il peut faire sans le salaire de sa femme. C'est ça qu'on doit comprendre. En fait, tous les hommes devraient avoir cette mentalité de savoir que comme j'ai pris la fille de Chloé, je dois m'occuper presque de tout. Si par exemple, maintenant, elle a un don, bien un talent, bien elle est professionnelle dans un domaine et que ça permet qu'elle puisse avoir d'argent, si la femme voit que son mari l'encadre même d'abord, bien qu'il n'est pas le genre d'homme dictateur là, elle-même avec son bon qu'elle va commencer à faire même plus même. Parce que les femmes sont aussi, elles fonctionnent selon la manière que tu viens aussi. Oui, mais là, je vous pose la question à tous. C'est-à-dire que quand on vous écoute, on voit très bien qu'il y a cette flexibilité-là pour la femme. Mais maman, tu as dit tantôt que la femme est laide. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'une flexibilité, là, une responsabilité qui établit qu'elle est laide? C'est-à-dire qu'elle veut dire qu'elle apporte une contribution dans la charge du mari. Si on dit maintenant que le mari est le principal pouvoir et qu'elle peut ne pas, à quel niveau se situe donc sa responsabilité d'aide sur le plan financier? Non, mais quand vous êtes une personne responsable, je dis souvent que les enfants ne se marient pas. Quand vous êtes une personne responsable, un couple ne se limite pas seulement à la gestion financière. Et puis, j'ai bien envie de dire que le pauvre n'est pas seulement celui qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'en plus du fait que vous n'avez pas d'argent, vous ne représentez pas en vous-même une valeur qui permet de mobiliser des fonds. Parce que je crois qu'en tant que projet divin, nous sommes une valeur qui en elle-même est génératrice de revenus. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément toujours de l'argent en poche. Donc la femme n'a pas besoin, surtout qu'on sait que le mode d'acquisition de l'argent, c'est le travail. D'accord. Et on sait que dans le couple, il y a tellement de responsabilités qu'on n'assume pas toujours seulement en sortant travailler. Oui. Donc l'aide que la femme représente dans un foyer n'est pas celle d'aller dehors chercher de l'argent et revenir essayer de bricoler l'éducation des enfants, s'occuper de la maison et autres. Le mari doit considérer sa femme d'abord comme une ressource mentale, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. C'est-à-dire qu'il dit, une femme, quand tu vas te marier, rassure-toi que tu es une personne stable, équilibrée, forte, consistante. Une personne à qui on peut poser des véritables problèmes et espérer d'elle qu'elle nous défie intellectuellement. Pas une poupée donc qui ne sait dire, qui ne sait pas réfléchir. On fait comme tu veux. On fait comme tu veux. Non seulement comme ça. Donc l'aide de la femme ne peut pas seulement s'évaluer au niveau de la contribution financière. Ne l'évaluons même pas, disons même qu'elle apporte 0. Mais je vous assure que ce qu'elle apporte avec le 0 argent est infiniment au-dessus ou bien à part égale de la contribution financière. Mais je voulais justement aller dans ce sens, parce qu'elle a parlé de l'aide au niveau financier. Il y a des choses qu'on ne peut pas payer. L'éducation des enfants ne se paye pas. Il y a des femmes qui ont refusé de travailler quand leurs enfants étaient jeunes. Et ce que ces enfants sont devenus, ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Donc un homme qui va prendre la fille d'autrui et qui estime que sa position d'aide là, c'est pour apporter les finances, je crois qu'il a tapé à côté. Parce que quand tu as une épouse qui peut te dire que mon mari, je vois que ce que tu es en train de faire là est mauvais. Je vois que tu es en train de marcher, prendre un mauvais chemin. Je vois que tel collègue avec qui tu marches là, il va t'embourber. Cela ne s'achète pas avec de l'argent. Il y a des épouses qui ne le font pas parce qu'elles sont justement des poupées qu'on blanchit, qu'on nourrit, mais si tu as de l'aide qui peut t'apporter la réflexion chaque jour pour que tu t'améliores, voilà, tu avances, tu rayonnes. Mais la question que j'ai posée était vraiment à dessein. Parce que je crois que beaucoup de femmes aussi ne comprennent pas la réalité de cette valeur intrinsèque au-delà de l'argent. On a beaucoup de femmes qui sont portées à beaucoup travailler, chercher à avoir des revenus en se disant, si je n'ai pas de l'argent, mon mari ne va pas me considérer. Elles finissent par croire que c'est le revenu qu'elle apporte qui leur donne la valeur. Et ça démontre un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que si on pense que c'est le revenu qu'on a qui nous donne la valeur pour notre mari, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé sur sa valeur propre en soi avant de se marier. Parce que normalement, effectivement, elle dit que dans nos maisons, les femmes sont plus présentes dans les maisons, même celles qui travaillent, même celles qui sortent sont souvent plus présentes. C'est-à-dire qu'en plus, même quand elles travaillent, elle va aller à l'extérieur, c'est elle qui va réfléchir sur la ration, ce qu'il faut manger, sur
l'éducation des enfants. Donc, pour dire aux femmes que ne pas vouloir à tout prix travailler pour démontrer qu'on a de la valeur et être, c'est mal voir les choses. Le fait d'être aide est d'abord vient du fait qu'on a une consistance, on a un potentiel, et ce potentiel fait déjà de nous aide, même si on n'apporte pas de revenus financiers, nous présente dans une maison aux côtés d'un mari qui l'écoute, qui occasionne notre attention, ça fait un peu, ça contribue au niveau de notre aide. Alors, s'il te plaît, Nelly, j'aimerais qu'on rectifie une façon de parler. La femme qui travaille n'est pas celle qui travaille seulement à l'extérieur. Oui, on est d'accord, mais je parlais... Donc, j'aimerais dire, quelquefois, nous, on a eu à discuter ça avec les collègues. Quand on dit qu'est-ce que tu travailles, il y a une femme qui est là, elle joue l'infirmière, elle joue le babysitter. C'est le travail, n'est-ce pas? C'est le travail. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on veut interpeller les femmes, parce que plusieurs ont l'impression que sa valeur va se mettre quand elle va apporter de l'argent, parce qu'elle travaille à l'extérieur. Elle n'arrive pas à réaliser que le fait d'être dans la maison, de s'occuper d'une maison, parce que Marie-Angèle, un mari qui rentre et qui trouve une maison propre, il doit être à l'aise dans une maison propre, parce qu'une femme a nettoyé. Un mari qui rentre et qui trouve à manger, il peut manger et être en paix parce qu'il a pris des ressources. Donc il est équilibré. Donc tout ça, c'est vraiment ce que la femme apporte. Pasteur Lundu, je reviens au niveau, comme tu es un homme, je reviens au niveau vraiment des hommes, au niveau du fait que dans les maisons, par exemple, on a plusieurs hommes qui... non seulement ils exigent aux femmes de contribuer financièrement, mais ils attendent qu'elle soit aussi la femme à tout faire. C'est-à-dire qu'en même temps, tu exiges qu'elle sorte travailler pour apporter de l'argent pour contribuer aux charges. En même temps, tu veux manger à 15 heures. En même temps, tu veux que tes habits soient prêts à 14 heures. En même temps, tu ne veux pas de ménagère. En même temps, tu ne veux pas de ménagère. C'est elle qui doit faire ta cuisine, pas la ménagère. Oui, parce que tu ne manges pas le repas de la ménagère. Entre-temps, elle travaille. Toi qui es un homme, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Parce que nous, peut-être qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'un homme qui veut que sa femme contribue sur le plan financier, mais qui veut en même temps manger à une heure précise alors qu'elle va au boulot, qui veut en même temps manger un repas particulier, qui veut en même temps, comment il pense que cette femme-là peut réaliser toutes ces choses à la fois et même finir par être encore une bonne épouse, parce qu'en haut de ça, il va dire qu'elle est une épouse insoumise. Comment on va faire pour que cette mariée à ce niveau-là? Ta question est très profonde et c'est ce qui est dommage, c'est que ce qu'on remarque tellement dans les foyers au Cameroun, il faut dire la vérité. Et on voit aussi beaucoup de femmes qui souffrent dans les rues et tout, dans les rues parce qu'elles vendent tout ça. C'est tellement, elles sont même baillamées. On voit tellement comment ces moments souffrent là devant toi, c'est exactement ce qu'elles vivent. Et j'ai même vu cette scène-là quand je parlais de série, il y avait des papas qui rentraient souvent comme ça, il attend seulement ce qu'il va manger, ça. Il ne sait même pas ce que la maman a fait, comment elle s'est battue pour qu'on arrive à ce niveau, avoir un bon plat de pommes et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, comme tu as posé la question en ce qui concerne l'homme, dans ce genre de cas, il y a une chose où il n'y a plus de flamme. Parce que quand un homme aime une femme, il est prêt à tout pour elle. Non, je te dis, je vous le dis, quand l'homme aime une femme, il est capable de décrocher la lune pour elle. On ne peut pas la stopper. Il est prêt à tout. Même si elle doit même faire les fécales qu'il mange, il est prêt. C'est ce que l'homme est capable de faire des sacrifices énormes pour la femme qu'il aime. Mais lorsqu'on voit ce genre de cas, la première preuve, c'est qu'il n'y a plus la flamme. La deuxième chose, c'est que la méchanceté commence à naître dans le cœur doucement. Quand tu as dans un foyer, on ne m'a tapé sur sa femme, on ne m'a tué sa femme, on ne m'a fait ceci. C'est là où ça commence. Il n'y a plus la flamme, il n'y a plus l'amour, il y a une mauvaise. Il a déjà une autre image d'elle. Et ce genre de femme, quand on regarde un peu ta question, on comprend que c'est une femme qui se bat, puisqu'elle travaille, elle intervient financièrement. Maintenant, l'homme, lui, se dit que non, lui ne doit rien faire. Moi, particulièrement, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je vous dis la vérité, c'est que moi, j'ai pas de problème à ça. Moi, je t'ai envoyé une photo, comment j'avais préparé le corps pour les enfants. Mon épouse n'était pas là, elle s'était un peu bougée. Cette fois-ci, la semaine, si elle a passé toute la semaine au nord pour aller soutenir le mariage de son ami et tout, avec eux, ils ont fait l'université. C'est moi qui faisais pratiquement tout. Je prépare, je m'occupe des enfants. C'est vrai que j'ai aussi un fils de 19 ans qui participe aussi pour laver les assiettes, mais on sait que maman n'est pas là. En fait, quand l'amour est là, non, tout cool. On ne remarque même pas ces choses-là. Mais lorsqu'on commence à remarquer ce genre de situation, ça veut dire que ça ne va plus. Et là, moi, je vais dire aux hommes qui m'écoutent là maintenant, si mon frère, toi qui m'écoutes maintenant, tu vis ça, ça veut dire qu'il y a un problème, tu n'aimes plus ta femme. Je te parle entre nous les hommes, je te parle en face, je sais que tu me regardes, tu n'aimes plus ta femme. Et prends ta femme et
va aller même dans un restaurant, mais dans un jardin public, tu essaies de remettre le problème sur la table, vous essayez un peu de résoudre ça pour que la flamme demeure. Parce que quand il n'y a pas la flamme et qu'il y a cette méchanceté, le diable va utiliser tes mauvaises pensées pour empirer. Et maintenant, tu vas entendre un clash canal 2 au commissariat, le billet est venu, on a cassé les dents de la femme, alors que la femme ne connaît. Et moi j'ai une pensée pour les femmes parce que à ce niveau elle a soulevé un point très profond au Cameroun. Franchement, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent dans ce domaine-ci. Elles dépensent, l'homme ne reconnaît jamais les efforts de son épouse. Il dit toujours que tu fais même quoi avec ton argent. Sans moi, c'est que tu n'es pas qui t'a donné au travail ici. Parfois, dis-moi que c'est moi qui t'a donné au travail ici. C'est bien de donner au travail, mais elle a encore de contribuer pour l'épanouissement du foyer. Mais mon frère, il y a une chose, c'est que sois un peu relaxé. Parce que c'est pas parce que c'est une aide, c'est la femme qu'elle doit être esclave dans le foyer. Toi-même parfois participe. Mon frère, lave le sol. Arrange les canapés, lave les enfants, pense, fais quand même moins quelque chose que tu fais. Parce que nous parlons vraiment d'être une équipe en fait. Au-delà des responsabilités qui sont établies. Nous, dans nos foyers, les foyers africains ont ce problème. La faute aussi aux femmes. La faute aussi aux femmes quelque part. J'ai dit que je suis d'humeur un peu dérangeante, dérangeuse aujourd'hui. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Franchement, oui. Donc, de temps en temps, soyez le macabou de façon très raisonnable. Vous n'êtes pas un super-héros. Même si vous réussissez à le faire une fois, deux fois, après, votre corps n'est pas de la ferraille. Ça va lâcher. On va entendre parler d'un burn-out, d'un stress ou bien d'une crise de folie. Et quand on parle de crise de folie, c'est quelqu'un qui a emmagasiné tellement de stress, de frustration, qu'elle va poser un geste désespéré ou fatal qu'elle ne va pas comprendre, qu'elle ne pourra pas expliquer plus tard. Donc, quand un mari a une demande surréaliste, et le courage de lui dire et ça tu penses qu'on fait ça comment? Oui. Que tu penses que ça peut se faire comment? Explique-moi. Si tu as une formule magique, tu me dis comment je peux faire, je vais travailler. Ça dit l'exemple que tu donnais tout à l'heure, parfois les deux sortent. Ils vont à un programme et quand ils reviennent, le monsieur s'assoit au salon. Il est devant la télévision. On peut manger. On n'a pas quelqu'un le don d'ubiquité ici. Pendant qu'on était là-bas, j'étais ici en train de faire la cuisine. Donc les femmes, je pense que c'est les femmes qui, souvent peut-être, à vouloir tellement correspondre au modèle de la bonne épouse, le modèle traditionnel de la bonne épouse qu'on leur a brandi, se sont tellement battues à plier, à opérer des exploits, à montrer qu'elles sont infatigables. C'est-à-dire quand vous êtes avec la belle famille, vous êtes celle qui dort la dernière, celle qui fait tous les travaux de la maison, celle qui s'occupe des belles sœurs, du beau-père. On attend encore que vous donniez de l'argent. Oui, on attend. Quand vous montez, vous êtes infatigable. Dans les rapports humains, ça dit que remarquez que vous tendez la main, on veut tout le bras et puis on a tout le corps. Donc si vous ne disciplinez pas les gens dans leur façon d'interagir avec vous, vous en subirez les conséquences, vous paierez les pots cassés. Il faut discipliner les gens. Même si c'est votre époux, disciplinez dans la façon d'interagir avec vous. Il y a des choses qu'il n'osera pas vous demander. C'est très important. Et c'est valable partout, même dans le milieu professionnel. Partout. Chaque fois que même avec nous les parents et nos enfants, l'enfant qui sera le plus disponible, c'est lui qu'on appelle presque tout le temps. À moins que tu n'aies dans ton esprit le principe de l'éducation, que tout le monde doit se former. Là, tu dois appeler tout le monde. Mais seulement, c'est pas évident. Celui qui traîne le pain, on l'appelle pas. On ne l'appelle pas beaucoup. On ne peut pas traîner. Mais c'est mauvais parce qu'on ne peut pas voir qu'on l'aide à développer une. Et je voulais dire que j'ai l'habitude de dire aux femmes que soyez des femmes. Quand vous voyez les hommes non chrétiens, je préfère dire comme ça, qui vont chercher les femmes dehors, c'est parce qu'ils trouvent des femmes. Quand tu es une femme qui se comporte comme un homme, donc à des moments, tu veux même déplacer cette table-là, tu vois que tu le peux, mais tu t'es déjà beaucoup dépensé, tu dis mon mari s'il te plaît, viens me déplacer la table, on ne peut pas aller dans son sens. Il faut éviter d'être des super. Oui, il faut éviter d'être des super. En plein dedans, est-ce que là je demande au pasteur Lundou, est-ce que c'est sage de faire compte commun avec un conjoint quand on a vu ses allures de quelqu'un de dépensier? Parce que nous parlons de la gestion financière. Dans un couple, on fait des projets. On a des choses qu'on veut réaliser. On a des enfants à éduquer. Et on se dit, vraiment, nous sommes des partenaires, faisons compte commun parce qu'on veut une certaine transparence. Mais on se rend compte quand même qu'on a un mari ou une femme qui est dépensière et qui peut dépenser sans prévenir. Est-ce que c'est pas risqué? C'est pourquoi on trouve souvent c'est un partenaire qui cache souvent leur argent, pas parce qu'il veut cacher,
Mais c'est parce qu'il sait que s'il met ça, à la portée de l'autre, elle va gaspiller, ou bien il va gaspiller. Et parfois, on pense qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. Au fond, c'est parce qu'il est un visionnaire et il connaît un peu avec qui il est, ou bien elle est. Elle commence à. Donc, il y a des femmes qui font des tontines dans le secret. Parce que c'est que, mais quand elle gagne, même, elle garde son argent. Maintenant, elle réalise quelque chose après, avant de montrer ça à son mari. Parce que le même jour, ça peut finir au bar, par exemple, si dans le contexte païen. Ou bien l'autre, il va gaspiller ça pour une histoire qui n'a pas de sens. Donc, d'autres font soit exprès de cacher pour aggraver en commun. Parce qu'il connaît un peu qui est son partenaire, la mentalité de son partenaire, ses allures. Mais à ce niveau, où est-ce qu'on situe le principe de la transparence dans le couple au niveau financier? Parce que la transparence doit se lire dans toutes les lignes dans la vie de couple. Alors si un des conjoints commence à cacher ses revenus de peur que l'autre ne voit et n'utilise, comment on gère le principe de transparence? Dans le sens chrétien, par exemple, le foyer chrétien n'est pas un paradis. n'est pas forcément un paradis. Même au Jardin d'Éden, on a vu ce qui s'est passé là-bas jusqu'à ce qu'on souffre aujourd'hui. Donc la vérité, c'est que on apprend à se connaître chaque jour et on travaille nos valeurs chaque jour. Bien sûr, on apprend à se connaître. Dieu a créé deux hommes qui, il leur a rempli d'une forte intelligence, l'esprit. Ils avaient une forte relation avec Dieu, mais ils sont toujours allés à côté. Donc, dans un foyer, on apprend à se connaître chaque jour et on travaille chaque jour pour devenir une seule chair vraiment. Donc, comme pour dire que tu peux avoir un partenaire qui a une faiblesse et parfois il faut aussi l'aider. Et c'est pas donc la transparence peut aussi la transparence c'est pas dans tous les domaines. Ça vient avec le temps. Moi, je vais dire, permets s'il te plaît, je vais dire une chose par rapport à la transparence. C'est un peu ça que je voulais dire, mais oui, non, c'est pertinent ce que tu dis. Pour enchérir, je tiens à te dire, je veux dire que la transparence, la transparence n'est pas toujours ce qu'on croit. Il y a des lumières aveuglantes. Voilà. C'est-à-dire, toutes les lumières ne vous permettent pas de voir. Il y en a qui peuvent vous fermer, il y en a qui peuvent vous percer les yeux. Donc, à mon sens, ce n'est pas pour rien. Si la transparence était le fait de dire tout, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, Dieu n'aurait pas eu besoin de cacher nos pensées aux autres. D'accord. Donc, ne voyons même pas seulement chez les chrétiens, de façon générale, je pense qu'on a besoin de sagesse pour discerner à quel moment dire une chose, ne pas la dire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un désir délibéré de créer une obscurité dans ma façon à moi de fonctionner vis-à-vis de mon mari, ou bien pour le perdre, ou bien pour l'exclure. C'est une stratégie qui correspond à un fait, à un ensemble de faits inquiétants que j'ai observés. Et ça me pousse à décider que ça, je te dis pas ça maintenant, je te dirai plus tard. Vous verrez par exemple dans certaines fonctions, ce n'est pas parce que vous êtes, je prends le simple cas d'un médecin, c'est pas parce que vous êtes transparent avec votre épouse que lorsque vous irez consulter une amie commune, vous allez arriver à la table du dîner et commencer à dérouler le problème de votre ami commun. Voilà. J'ai vu des gens commettre ces indélicatesses-là. Et si vous refusez de communiquer ça à votre conjointe, elle n'a pas à se plaindre de problèmes de transparence. C'est que c'est une information qui n'est pas appropriée pour le moment. On vous dira plus tard. Oui. Moi, je voulais y aller dans le sens de la transparence. La transparence, la Bible dit que la lettre tue. Parce que l'objectif de la transparence, c'est l'épanouissement de la famille. Si une épouse se rend compte, je préfère dire ça comme ça, se rend compte que le mari est dépensier. Tout à l'heure, l'apôtre a pris un exemple. Il peut aller au bar si c'est un chrétien, non chrétien, et vice-versa, et j'en passe. Et si elle se rend compte de cela, elle peut entrer dans une tontine, elle achète un terrain, elle peut même aller jusqu'à bâtir la maison. Ça dépend, ça dépend du degré de gaspillage du mari. Et quand elle finit la maison, elle dit, mon mari, voilà la maison. On ne saura pas que c'est elle qui a bâti la maison. Parce que le peuple là, on est là pour se cacher, pour corriger les défauts. Et si elle n'avait pas fait ça, il pourrait ne jamais avoir, le couple pourrait ne jamais avoir de maison. Mais est-ce que ça veut dire que, parce qu'en même temps les gens nous écoutent, et je connais pour le fait d'encadrer les femmes, beaucoup de femmes aiment souvent ce genre de paroles-là, s'accrocher là. Je crois qu'il faut bien expliquer le contexte. On parle du fait qu'il faut d'abord, la base, c'est qu'il faut d'abord le désir de ne pas cacher les choses. Parce que c'est facile de dire d'abord que d'abord je vais d'abord faire ça seul. Donc il faut vraiment, nous parlons du fait qu'il faut d'abord être déterminé à faire à deux, parce que
quand on se marie, on veut construire à deux. Et maintenant, quand on peut voir effectivement, et l'apôtre nous disait quelque chose qui était important, il parlait des faiblesses. On peut vraiment vouloir construire à deux, mais on se rend compte qu'il y a un domaine où l'autre est faible et que nous, on a une capacité à pouvoir épargner. Et donc maintenant, si on arrive à épargner, le but n'est pas d'épargner pour nous, mais de pouvoir impliquer l'autre au bon moment, parce qu'effectivement, c'est l'intérêt du couple qui prime. Donc ce n'est pas un intérêt personnel. Et parfois même vous protéger, et parfois même un des partenaires protège pas seulement le couple, pas seulement l'autre, mais carrément tout le couple. Parce que je connais l'histoire d'un couple où le monsieur était du genre, dès qu'il a une bonne épargne, un problème survient de nulle part dans sa famille. C'est-à-dire que la dame a observé ça plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne épargne pour réaliser quelque chose, un problème survient et lui, sans réfléchir, il prend simplement l'argent et il résout le problème. Donc quand elle a subi ça 1, 2, 3 fois, dès qu'il a encore épargné, elle a repéré un terrain, elle a acheté la maison. Et les problèmes opportunistes sont encore arrivés. Il n'y avait plus rien. Le temps de demander, elle a dit que chérie, l'argent là n'est plus là. Il est entré dans tous ses états. Elle dit que ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Tu as fait quoi de ça? Je vais te montrer. Et elle lui a montré les papiers et l'investissement. C'est-à-dire, là, il ne savait pas s'il fallait se fâcher, s'il fallait être content. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils peuvent célébrer le fait qu'ils ont commencé à entreprendre quelque chose, à construire. Si elle ne s'était pas fait violence, à dire que ils n'en seraient pas là. Mais là, ça concerne vraiment les personnes, comme on revient sur l'intérêt du couple. L'intérêt du couple, on constate une faiblesse, ne pas profiter de la faiblesse de l'autre pour pouvoir se bâtir une fortune personnelle. On va revenir sur cette thématique, le temps d'écouter le docteur Toko Cassante qui nous envoie des capsules sur la santé de la famille et puis le bien-être de la famille dans la nutrition, dans le sport. Et on revient dans un instant, le docteur Toko Cassante. Je vous salue, chers téléspectateurs. Bienvenue à notre rubrique santé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre point de la santé de la reproduction, de la santé sexuelle. C'est la question des myomes ou des fibromes chez la femme. Une pathologie qui est assez répandue, surtout chez nous en Afrique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Les scientifiques non plus ne le savent pas. On a juste fait le constat que les femmes africaines, ou du moins d'origine africaine, avaient plus tendance à faire des myomes que les autres. Alors, c'est quoi un myome? C'est quoi un fibrome? Eh bien, c'est une sorte d'hypertrophie ou de développement anormal du muscle de l'utérus qui va faire des sortes de tumeurs, de grosseurs à l'intérieur de l'utérus et qui vont se positionner dans les différentes parties de l'utérus. Donc, ça peut être vers l'intérieur de l'utérus, vers l'extérieur ou simplement dans sa paroi. Et ces myomes-là ont donc de diverses manifestations. Les plus connues sont la douleur. Donc, ça sera une douleur soit pendant la période des règles, soit en dehors. C'est extrêmement douloureux. On aura également des saignements anormaux, des règles qui sont très abondantes ou alors des règles qui sont anormales dans leur durée, donc qui durent plus longtemps que prévu. Différents traitements sont disponibles pour les myomes. En ce qui concerne les traitements médicaux, vous pourrez voir votre gynécologue qui vous conseillera des choses à faire, des traitements à prendre pour soulager la douleur, pour arrêter l'hémorragie. Mais généralement, le traitement radical est chirurgical. Ça veut dire qu'en fait, il faut se faire opérer pour se faire retirer ces myomes. Je vais terminer par cette autre croyance populaire qui dit que quand une femme a des myomes, elle ne peut pas enfanter. Alors, c'est très délicat et c'est assez difficile de le dire comme ça tout d'un coup. C'est vrai que la présence des myomes peut influencer la fertilité, mais en fait, avant de se prononcer et d'être radical sur le sujet, il vaudrait mieux avoir consulté un gynécologue, avoir fait des examens afin de pouvoir tirer la question au clair. Mais il y a des cas où des femmes qui ont des myomes ont pu enfanter sans aucune difficulté. Il y a d'ailleurs des femmes qui n'ont su qu'elles n'avaient des myomes qu'une fois qu'elles se sont retrouvées enceintes et qu'elles ont fait une échographie pour voir l'évolution de la
grossesse. Donc, si vous vous retrouvez dans la situation, il n'y a pas de fatalité, je vous conseille de consulter rapidement un gynécologue afin qu'une solution vous soit proposée. En ce qui concerne les traitements traditionnels, je ne vous en dirai rien du tout parce que je ne suis pas au courant de leur efficacité, mais je ne veux pas dénigrer, je ne veux pas m'aventurer, je ne peux vous parler que de ce que je connais. À très bientôt pour une autre astuce, pour une autre solution santé. Au revoir. Merci au docteur Toko Kasson qui nous parlait des problèmes de myome, un problème qui est de plus en plus récurrent dans les vies de plusieurs jeunes femmes. Et on prie vraiment qu'elles puissent trouver des réponses au niveau de l'hôpital. Alors nous revenons sur notre thématique, nous parlons de quand l'argent prend le pouvoir dans le couple. Et la question que je veux directement poser à Angèle, est-ce que le fait qu'un couple ait des tensions véritables pour des questions d'argent n'est pas révélateur d'autres problèmes cachés? Si. C'est d'abord révélateur du fait que, ça peut être révélateur du fait que lors de la préparation au mariage, il y a des choses qu'ils n'ont pas bien gérées. Ils ont pris pour tabou la question d'argent, les questions d'argent, de gestion de l'argent, et ça les rattrape toujours. Ça peut aussi être révélateur du fait qu'il y a un problème de dialogue. Oui. Au fond, et le dialogue, qui dit dialogue veut dire qu'il y a incompréhension. L'un comme l'autre peut avoir un problème qu'il n'arrive peut-être pas à exprimer ou bien qu'il n'a pas eu l'opportunité d'exprimer, et il a seulement balancé sa frustration comme ça au moment où un certain inconfort s'est présenté. Donc forcément, il y a des propos, oui. Un peu comme pour dire que les tensions à cause des problèmes d'argent, il faut parfois aller au-delà de la thématique d'argent. Oui, il faut pouvoir chercher quelle serait l'origine, la véritable source. La tension financière peut être simplement une conséquence de quelque chose de caché, et donc il faut aller à la base, et quand on va à la base, on peut mieux gérer le problème. Alors, apôtre Elondo, un mari qui aime sa femme, qui dit aimer sa femme, peut-il rester sur sa position de chef de famille pour orienter la gestion sans tenir compte des projets de sa femme, sous prétexte qu'en tant que mari, il sait ce qui est bien pour la famille? Parce qu'il y a une catégorie de maris là, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais il y a une catégorie de maris là, c'est-à-dire qui sont dans cette perspective du genre, je connais ce qui est mieux pour le couple, je connais les priorités du couple, et entre-temps, la femme a des projets et le mari n'est pas intéressé par les projets. Comment on peut dire aimer une femme, ne pas s'intéresser à ses projets, avoir de l'argent, investir dans autre chose et s'attendre à ce que cette femme soit vraiment une femme joyeuse dans la maison? Angèle a dit un truc là, quand tu t'en parlais, elle a dit que on les appelle l'inconcomment. Donc dans sa tête, il se dit que c'est ce qu'il demande à sa femme, c'est ce qu'il pouvoir pour sa femme, ben, les projets qu'il impose à sa femme qui sont les meilleurs projets, elle doit plus venir avec ses propres projets et ne doit pas accompagner sa femme dans ses projets. Mais là, il ne sait pas lui dans sa tête, il ne sait pas qu'il fait une grave erreur. Tu as parlé d'une femme, d'un homme qui dit aimer vraiment sa femme. Normalement, quand il y a amour, tu veux rapidement le bien-être de l'autre, automatiquement. Imagine même souvent, même quand ta femme est même malade, c'est comme si c'est toi qui est malade. Je me souviens que ma femme avait eu l'éclampsie. J'étais seul à la maison et il fallait la transporter et tout. C'est le jour que j'avais fait ma plus grande prière depuis que je suis pasteur, parce que je n'imaginais pas perdre ma femme avec la grossesse. Et tous les films sont passés dans ma tête. Si j'ai perdu ma femme, donc je parle un peu de l'attachement qu'il y a. Donc tout ça, quand tu aimes, tu es prêt à te sacrifier pour l'autre. Donc si ça c'est un homme qui n'a pas compris que Dieu a placé cette femme à côté de lui pour apporter un plus, mais que quelque chose, une grande vision peut naître d'elle. Par exemple, dans mon ministère, j'ai eu ce problème dans le ministère. Pourquoi? Parce que j'ai été dans le ministère, on n'acceptait pas que la femme dise quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ma femme est invitée dans plusieurs plateaux et tout ça parce que je n'ai jamais empêché mon épouse à manifester le potentiel qu'elle a. Mais je connais des pasteurs qui ont fermé la bouche de leur femme et qui ne veulent même pas. Mais maintenant, aujourd'hui, ma femme a des talents, des aptitudes. Des ministères, même, il peut me dire plusieurs façons de parler, plusieurs ministères des femmes, et l'autre femme l'appelle sur Facebook partout pour
la rejoindre et venir apprendre d'elle. Elle est une très grande source de bénédiction. Mais imagine si j'ai des gens qui sont à l'église aujourd'hui à cause d'elle. Donc, imaginez tout ce que j'allais perdre en tant que pasteur, même dans ma vision. Donc, il y a des femmes qui portent des clés dans potentiel, qui sont même, si le Seigneur lui-même dans sa grandeur peut dire dans Acte 2, verset 17, que je reprends de mon esprit sur mes fils et mes filles. Donc, ça veut dire que Dieu sait que lorsqu'il dépose son esprit sur ses filles, elles vont développer des choses, elles vont avoir l'esprit de créativité, elles vont avoir des choses glorieuses à faire, comme au temps de Moïse. Moïse était le grand prophète, mais il y a des personnes à qui Dieu a déposé son esprit pour créer, pour faire des inventions. Même dans la maison de Dieu, il y a des sœurs qui sont capables de faire des grands business et beaucoup de choses. Donc si un homme n'écoute pas sa femme, il n'a pas intérêt à ne pas considérer les projets de sa femme. Il doit considérer, il doit même examiner si c'est bon, il accepte, il encourage, même ce qu'elle aime le premier, même encourager, ça partout pas. C'est très important. Ça veut dire pour la stabilité. Donc tous les concours doivent laisser ça. Ils doivent laisser un peu. Ça veut dire que le fait d'être concours n'enlève pas le fait de tenir la main de l'autre et d'aider l'autre à pouvoir à réaliser des choses. Un temps, ça peut s'arrêter, examiner ce que sa femme apporte aussi. Ça peut être même plus glorieux même que pour elle. Par exemple, prenons l'exemple de Joyce Meyer. Vous imaginez ce que cette femme apporte à son mari en termes de finances, en termes de gloire, en termes de réputation et tout. Il y a beaucoup de choses qu'elle apporte. Beaucoup de gens ne connaissent même pas son mari. Donc une femme peut apporter, peut sauver même le foyer. Il faut que nous c'est un concours. Pardon. Alors, je reviens à toi. Alors, on comprend très bien que la question d'argent, la mauvaise gestion, la vision financière peut créer des tensions. Est-ce que si un couple a suffisamment d'argent, ça garantit la paix? Parce qu'on a l'impression que là où il y a la tension, c'est parce que on n'a pas toujours le niveau qu'on veut, donc on ne peut pas toujours faire les projets qu'on veut à temps. Donc, est-ce que si un couple a l'argent, toujours, quand il faut, le montant qu'il veut, ça va garantir qu'ils soient en paix? Merci pour la question. Le thème de notre débat, c'est quand l'argent prend le pouvoir dans le couple. On parle de l'argent. L'argent n'est pas la matière première du couple. Ce n'est pas la matière première. La matière première du couple, c'est la communion. C'est la communion. Parce que même si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes en communion, l'argent viendra. Parce que vous allez vous écouter l'un l'autre. Et avec le potentiel que Dieu a mis en nous. Comme pour dire que si un couple a assez d'argent, ça ne solutionne pas. Nous avons vu des familles se déchirer justement parce qu'elles en avaient assez. L'argent ne rassure pas le bonheur. Il faut communiquer, il faut développer la communion. Et je vais relever que dans le couple, il y a deux besoins. Il y a le besoin de sécurité pour la femme. Quand une femme dit oui à un homme pour l'épouser, c'est parce qu'elle voit qu'elle sera en sécurité avec lui. Regardez un peu le cas d'Abraham. Dieu a fait la cour à Abraham. Parce que quand nous lisons, nous voyons seulement qu'il a dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père. Et on croit que dès qu'il a dit là, Abraham s'est levé. Dieu a fait la cour à Abraham. Abraham a accepté suivre Dieu parce qu'il était sûr d'être en sécurité avec Dieu. Et l'autre besoin maintenant, c'est le besoin de respect. L'homme a besoin de respect. Je vous assure, s'il y a tout l'argent du monde dans une famille et que ces deux besoins-là sont en faillite, ça ne va pas marcher. Donc si l'homme n'a pas le respect de sa femme et si la femme ne se sent pas en sécurité, la sécurité financière ne garantit pas tout. L'homme n'a pas de respect de sa femme et la femme ne se sent pas en sécurité avec son mari, avec tout l'argent du monde, ce ne sera pas une famille épanouie. C'est-à-dire que c'est vraiment bien de parce qu'on a des couples où les problèmes financiers sont tellement tendus que eux-mêmes ont l'impression que c'est le manque d'argent du problème. Parce que si on leur donne l'argent tel qu'ils veulent, ça ne va pas toujours garantir, comme tu sais dire, le problème. Parce qu'il y a une intimité. Ça, c'est des couples qui sont souvent en difficulté financière au départ. Le mari n'a pas, la femme n'a pas. Lorsqu'ils ont 1000 francs, règlement 1000 francs. Chérie, je veux qu'on achète le savon et les autres 500, on achète le tapioca. Elle dit non, chérie, non. Ouais, chérie, ouais. Non, on ne doit pas acheter le tapioca avec le savon. C'était mieux qu'on achète les patates. Là, c'est sucré, on mange avec l'huile. Donc, les deux ont la volonté, mais le problème c'est qu'il n'y a que 1000 francs et chacun pense que son idée est meilleure.
ça crée un autre problème à cause des finances. Il y a aussi il y a aussi beaucoup de couples qui ont choisi, il y a beaucoup de couples qui ont choisi l'option d'une gestion financière totalement séparée. Est-ce que ça aussi, ça garantit vraiment la paix? Parce que à se dire vraiment, cette affaire de mettre l'argent ensemble, de gérer ensemble, c'est mieux que chacun ait son argent, chacun gère son argent. Est-ce que le fait d'avoir une gestion séparée garantit la paix qu'on cherche tant dans le foyer? Une fois qu'on est déjà en couple, le défi qui se pose à nous est celui de faire les choses ensemble. Oui. C'est de faire les choses ensemble. Ce qui est facile, c'est de faire les choses seul, chacun de son côté. Mais le défi est de pouvoir justement faire les choses ensemble parce que nos mauvais caractères, nos difficultés, notre égoïsme, individualisme vont se révéler et il faudra bien, parce que nous avons le défi de l'unité, le défi de bâtir ensemble, que nous trouvions le moyen de nous accorder et d'avancer. Donc, gérer l'argent séparément, il y a peut-être, on peut dire oui et non à la fois. C'est-à-dire, moi, à mon avis, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un compte commun partiel, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'un compte commun qui constitue le compte des dépenses communes du couple. Il y a des charges qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'on sait que quand on paiera le loyer, c'est là qu'on va prendre. Quand on va payer les factures, c'est là qu'on va prendre. S'il y a des restaurants, si on doit aller au restaurant, si on doit se divertir, si on doit faire sortir les enfants, c'est là qu'on doit prendre. Et maintenant, vous avez, quand on a réussi à déduire tout ça, maintenant vous avez votre argent que je peux dire personnel, peut-être de poche, d'accord, que vous gérez comme vous voulez. Si j'ai besoin d'un chocolat, d'une malta, je ne vais pas demander à mon mari est-ce que je peux, ou bien il n'a pas besoin de savoir, je suis allée chouquer, j'ai enlevé 1000 pounds de vraiment à un moment c'est fatigant. Donc oui, donc je crois que on peut quand même, parce que nous sommes une famille, un couple, on est en train de bâtir quelque chose ensemble, on peut avoir un minimum de collaboration. Et ça encore, il faut bien savoir à qui on a affaire. Ça, c'est dans le meilleur des cas, on a deux personnes responsables qui veulent vraiment bâtir quelque chose. Mais on a aussi des filous qui se mettent ensemble et disent qu'ils sont des couples. Alors que c'est deux escrocs qui se sont mis ensemble, à qui escroquera mieux l'autre. Donc, si vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes tombé sur un filou, je vous conseille de garder vos comptes jusqu'à ce que, sur le plan financier, vous soyez accordés et que vous ayez été convaincus à mettre de l'argent ensemble. En attendant, il jouera son rôle de chef qui ne vous engage pas à grand-chose. C'est lui le pourvoyeur. Mais c'est bien de vraiment dire ça. Quand on parle de gestion commune, ça ne veut pas dire qu'il y a une certaine marge de manœuvre. Gérer ensemble ne veut pas dire qu'on devient esclave de sa gestion. Parce qu'effectivement, on peut avoir un besoin, un défi, un besoin, on peut aller dans un marché, trouver un vêtement. Oui, on a une certaine marge qui est important. Donc on va faire une petite pause, on va question de souffler et on revient tout à l'heure pour la suite de l'émission. Edwige Sorel Kenembeni Saroyala. Ah Seigneur, oh Jésus, oh mon roi. C'est toi la vérité. Ah Seigneur, oh Jésus, oh mon roi. C'est toi la vérité. Ya Yahweh, Ya Yahweh, Ya Yahweh. C'est toi la
Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Source d'eau vive télévision. C'est votre émission Au cœur de la famille. Et nous parlons et nous continuons de parler de notre thématique quand l'argent prend le pouvoir dans le couple. Alors, la question que je vais poser s'adresse à Pasteur Edundu. Alors, quand si un mari a une facilité, parce qu'on a beaucoup de problèmes de gestion familiale avec les interactions de la belle famille. Quand un des conjoints est promptement porté à gérer sans consulter l'autre, à répondre aux sollicitations de sa famille, est-ce que ça ne perturbe pas le couple? Est-ce que c'est parce que c'est ton argent que tu peux facilement résoudre les problèmes de ta famille sans que le conjoint ne soit impliqué, alors qu'on s'est accordé sur une gestion collégiale? Un mari qui a un coup de fil de quelqu'un de sa famille, vraiment, j'ai besoin de 50 000 là, vraiment là c'est urgent, et puis pam, l'argent sort. 2 jours plus tard, j'ai besoin de 20 000, l'argent sort, et la femme n'est pas au courant, alors qu'on est supposé gérer ensemble l'argent. Est-ce que ça ne perturbe pas l'équilibre du foyer? Je vais dire quelque chose qui est un peu très difficile à dire. Je sais que beaucoup n'ont pas accepté, mais si un partenaire fait ça, c'est vrai qu'il ne respecte pas son partenaire, c'est qu'il ne respecte pas son conjoint. Parce que c'est la vue que l'argent c'est la racine de tous les maux. Et maintenant, quand une décision est mal prise dans un foyer, dans le domaine financier, ça peut créer un divorce, ça peut créer une bagarre, ça peut créer des choses inattendues, des querelles inutiles, ça peut créer en tout cas, il y a dit divorce, une séparation. Donc, quand tu décides d'envoyer 100 000 francs à ta mère qui doit acheter son terrain, elle a son foyer normalement. C'est vrai que c'est pas mauvais, mais avant de le faire, consulte ton épouse, mais consulte d'abord ton mari. Il a quelque chose à dire. Peut-être qu'il a même, peut-être qu'il est dans un projet où il doit finir l'argent de la scolarité parce qu'on va lever les enfants à l'école. Toi, tu prends les 100 000, tu envoies à quelqu'un qui n'est même pas actif, en tout cas à quelqu'un qui est hors de votre foyer. Votre foyer est d'abord le premier centre de vos besoins, de vos intérêts. Il y a des choses qu'on doit d'abord gérer d'abord avant de sortir. Je ne crois pas que par exemple, si dans notre maison on ne peut même pas manger, peut-être tu rationnes dehors, tu envoies l'argent à d'autres personnes. Il y a un problème. Les enfants vont mourir de famine ici. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas soutenir, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas aider, mais il faut écouter l'autre, il faut décider avec l'autre. Maman a dit ça ici, que le foyer c'est l'unité, c'est l'union, on doit se comprendre. J'ai même, pour nous les chrétiens, il y a un problème, parce que j'ai même enseigné ça dimanche en disant que quand on lit dans Genèse 11, on est choqué par ce que les païens sont capables de faire. On dit qu'un groupe de personnes se sont unis à la tour de Babel pour faire une grande tour qui allait jusqu'au ciel. Et la parole qui tourne là-bas, c'est qu'ils avaient une même langue. Ils avaient une même langue. Mais nous, en tant qu'église, on a un problème même au niveau du foyer, au niveau de l'église même, à s'entendre même, alors que nous avons le Saint-Esprit. Je ne comprends rien, mais on regarde les païens, on dit qu'ils sont des satanistes, mais ils sont capables de faire ce qu'on appelle Union européenne, Union africaine, Union ceci. Même chez les Bamneke, ici au Cameroun, on dit qu'ils sont hauts, mais ces gens m'impressionnent parce qu'ils sont capables de créer un foyer, dépenser de l'argent, construire quelque chose où ils n'habitent même pas et de prendre des décisions et faire des choses, faire des exploits. Mais nous, en tant que chrétiens, on est encore dans une petite cellule qu'on appelle le couple. On est incapable de s'asseoir, décider et réfléchir positivement sur l'argent. On gaspille n'importe comment, on n'écoute pas l'autre. Surtout le côté de ne pas écouter l'autre qui vient encore gaspiller tout. Donc moi, je pense qu'on a vraiment, je parle en tant qu'église, en tant qu'apôtre, nous l'église, je parle en tant qu'apôtre de l'église parce que je suis appelé par Dieu, pas appelé par les hommes. On a un problème. Imaginez-vous que Dieu passe toujours son temps à nous conseiller que il faut que on ne doit pas commérer, on ne doit pas être divisé, qu'on doit être unis. Ça ne devait même pas être mentionné parmi nous parce que les païens le font mieux que nous. Les païens sont fins dans ça. Je suis impressionné même parfois, très impressionné. Et parfois même très excellent. Même je suis parti dans une agence hier, j'ai vu le niveau. L'argent, ça parlait seul. Même quand j'écris souvent que cette TV, la glorieuse télé sur ma page Facebook. Quand tu viens ici, tu vois pas le visionnaire, mais tu comprends sa vision parce que il a quelque chose. Pourquoi toujours on va toujours dire que le mari a fait ici, la femme a fait. Il y a toujours une mésentente. Pourquoi chez nous il y a toujours des mésententes comme dans l'église de Corinthe où Paul se plaint que mais c'est comment ça ne va pas. Ouais, un peu. On entend parler des choses de l'église dans les rues, par exemple. Il y a un problème. Oui, mais c'est révélateur. Je pense que la question d'argent révèle encore le côté égoïste. Égoïste. Et ça révèle vraiment ce côté égoïste que beaucoup de conjoints ont. Chacun dans la gestion d'argent veut trouver son compte.
son intérêt personnel. Angèle a dit un Pas truc moins. ici. Elle a dit que beaucoup de couples ne sont pas préparés ou bien ont refusé les enseignements qu'on leur a donnés pendant la préparation et ça crée un clash. Ça, c'est très profond, franchement. Oui, oui, et c'est mais la c'est-à-dire cause que- de tout. Parce que si tout le monde respecte ça, non, il n'y aura pas Parce de qu'il y a problème. pas, il y a beaucoup qui se marient, qui n'ont pas une vision financière et Oui. on entre simplement et on découvre un ensemble de choses. Et ça m'amène à poser une question parce que je parlais tantôt de le fait qu'il y ait un conjoint qui ait beaucoup dépensé. Mais on a aussi des cas, et ça, j'ai écouté un mari dire ça et je voudrais votre avis. Le mari qui disait que quand il gagne son salaire, il donne tout son salaire à la femme et il disait, sa femme est très contente, mais il ajoute, elle est contente parce qu'elle est sûre que c'est tout mon salaire, mais les avantages de service que j'ai sont 2 fois plus que mon salaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans une farce en fait. C'est une farce. C'est vraiment une farce. Donc la femme va, comme on connaît les femmes, quand elle va arriver devant ses copines, non, mon mari me donne son tout bulletin son de salaire. paie, je vois tout son argent. Et le monsieur qui disait que son salaire ne représente rien par rapport aux avantages. les avantages, c'est 2 fois son salaire. Et elle est sûre. Alors comment on peut vivre? Imaginons que cette femme arrive à découvrir. Moi, Même je si le peux mari donne le comprendre temps, mon est-ce qu'on homme. n'est pas choqué? Ah oui, je reviens. Est-ce qu'on n'est pas choqué en On tant est- que On femme? est choqué. La peau doit répondre comme un homme. On est tout Oui, il à va fait- revenir, Angèle. On est, Est-ce qu'on n'est pas choqué? on est choqué. On est franchement choqué. Et je crois que ces problèmes viennent du fait que à la base, les gens ne connaissent pas leur rôle. Ah oui. Les gens ne connaissent pas leur rôle sur cette question d'argent. C'est-à-dire, quand tu prends une épouse, qu'est-ce que tu représentes pour l'épouse? Qui es-tu? C'est-à-dire, en termes de pouvoir financier, qui es-tu? Qui est-elle dans son foyer? C'est-à-dire, le jour où vous comprenez que elle a le droit, d'accord, de connaître. C'est-à-dire, je dis toujours, on disait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la transparence. Je pars du principe que l'information, quand on a affaire à des personnes normales qui n'ont pas un genre de défaut particulier qu'il faut gérer, l'information doit être disponible. Une fois que vous êtes dans les cachotteries, vous avez un problème. C'est ça. Donc, votre épouse a le droit de connaître vos moindres revenus. Je dis le droit. Si elle pose la question, vous avez le devoir de lui donner l'information. Bon, maintenant, on n'est pas après les maris comme des chiens de chasse. Ce n'est pas une information vitale. Mais quand même, c'est même une responsabilité de connaître ce que votre conjoint gagne. Bon, maintenant, quand il se met à cacher ses revenus en lui faisant croire que elle connaît tous ses revenus, vous vous sentez vraiment ridicule. Parce que quelqu'un qui vous cache ça, c'est quelqu'un qui dit la vérité ailleurs. Ah oui. Il dit la vérité ailleurs. Et lorsqu'il vous cache et dit la vérité ailleurs, il vous expose, il vous rend ridicule. Si c'est à votre famille que vous dites toute la vérité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule aux yeux de sa famille. Donc, finalement, c'est ça que je dis que les gens ont besoin de connaître leur position et les défendre jusqu'au bout. Il faut pouvoir pousser le mari jusqu'à ses derniers retranchements, quitte à ce qu'il vous dise clairement que je ne veux pas dire. D'accord? Mais ne passez pas pour une dupe, une idiote parce que cette dame-là même, en réalité, lorsque vous observez, si elle est bien vigilante, Oui. tu me donnes tout ton salaire, Tu as des je nouveaux saurais, si tu vis de ce salaire aussi, il y a autre chose qui C'est ça. rentre. Donc, nous aussi, on est souvent un peu naïfs. Je pense que Oui. c'est-à-dire que je crois qu'elle a été très émue par le fait qu'il lui donne tout le bulletin de paie et ça a voilé les yeux. Non, Parce que non, vraiment, Même un là, homme qui me même donne là, son bulletin. même là, parce qu'en réalité, si ton mari te donne tout son salaire et qu'il a d'autres entrées, ça ne va pas se cacher. Ça va pas se cacher. Parce que s'il te donne tout son salaire et que tu lui donnes une certaine somme pour vivre, tu vas constater qu'il vit au-delà de la somme que tu lui donnes. Et tu dois te poser des questions, à moins que tu ne sois une femme qui va envoyer son mari détourner comme plusieurs le font. Et comme l'argent n'est jamais suffisant, il y a même de la méchanceté là-dedans parce que cette dame encore va vous donner de l'argent pour subvenir à vos besoins. Bien sûr. Alors que vous avez un argent en surplus, c'est de la méchanceté. Et, Ah et quand elle va donner, il va dire merci. Il va dire merci, bien sûr. Merci chérie de penser à moi dans ta Oui. répartition. Alors que c'est-à-dire que ce qu'elle donne, c'est un trop plein. C'est-à-dire que c'est un super Ça me rappelle la vie que je vivais quand j'étais encore païen. En fait, nous, on était des gigolos. Vous savez qu'on a un bon salaire. Comment je faisais dans les business, je vendais souvent les Timberland. Je pouvais acheter une Timberland à 20 000, plus 30 000, je vendais à 80 000. Et les fils des riches là me suivaient par rapport à ça parce que je vendais les meilleures chaussures qui étaient rares. Maintenant, ça nous permettait souvent d'aller facilement en boîte de nuit et tout ça, avoir les copines et tout. Mais il y a un truc que nous on faisait souvent parfois, c'est que on cachait souvent le vrai argent
l'argent qu'on te donnait, c'était juste pour la manger, le poisson brisé, tu vois, t'achetais des petites choses, mais au fond, on te montre pas nos vraies choses. Et moi, si il faut me dire ça dans le sens de l'église et que c'est un frère qui fait ça, il est méchant. Il n'aime pas sa femme. Et il a même d'autres projets derrière. Oui, c'est facile de bien découvrir sûr. même que il a une double d'autres vie. projets. Parce Je parle que- en tant qu'homme, quand il Oui. parle même, il comprend. Oui. Donc, on est passé par là. Oui. Donc, sûrement, il y a encore d'autres projets. Et ce genre de personnes sont déjà des personnes qui sponsorisent la famille. La femme n'est pas au courant. Comme on a souligné, c'est ce genre d'homme-là comme ça. Je me rappelle du témoignage d'un frère. Il est enseignant à l'université de Tchang. Quand il est venu superviser les soutenances des thèses ici, là, il dit qu'après on lui a donné 800 000. Et ses collègues ont dit qu'on connaît, on te connaît. Tu vas aller porter tous les 800 000. Tu vas donner à ta femme. Tu vas dire que voici l'argent qu'on va donner. Et puis lui de demander, et vous alors? Il dit que mais je pars, je sors une 200 000 comme ça, je donne à ma femme, va t'acheter des sacs, des chaussures. Elle sera très contente. Et le reste, je fais ce que je veux avec. Voilà. Ça, c'est le monde. Voilà. Malheureusement, même dans certains couples chrétiens, on retrouve des choses comme ça. On a ça. Et c'est vraiment dommage. Je pense que ce qui serait bien, c'est que les gens soient, en général, commencer à parler ça, aillent jusqu'au bout de leurs convictions. Si vous ne voulez pas mélanger l'argent, décidez de ne pas mélanger. Oui. Mais il ne sert à rien de dire on va On faire mélange. une gestion collégiale et puis par derrière Ça, vous c'est commencez vrai. à avoir des cachettes. Si vous voulez faire un compte totalement séparé, mais faites votre séparé. compte totalement séparé, Séparé. vraiment que personne ne rende compte à l'autre, même si nous savons que dans les principes du mariage, ça n'aide pas à développer l'intimité, mais au moins vous êtes accordés et Oui. votre accord, c'est votre accord. Mais plutôt que de dire qu'on va être ensemble et après dans le ensemble, on est vraiment plus ensemble, on est dans fouez les l'autre. cachotteries Mais il faut déjà vous rassurer que ce genre d'accord finissent toujours très mal. oui, mais au moins c'est leur accord. Ils Parce sont que le jour mieux. où tu vas avoir l'information que le monsieur-ci n'est pas acheté 3 terrains alors qu'on avait vraiment. Ça va cogner Mais ce ta qu'on me tête dit, et c'est que ça va aller cet vite. accord, c'est mieux plutôt que des gens qui disent qu'on fait ensemble et qu'on découvre après qu'il y a Oui. des cachotteries. Oui, Parce oui, que tout la à fait. femme qui voit le mari qui va acheter un terrain, elle sait qu'il est Oui. libre de sa gestion. Donc, elle peut découvrir un terrain, acheter une voiture, acheter, ce Elle n'est ne sera un pas problème. surprise. Mais savoir qu'on est dans un compte commun et qu'on découvre qu'il a acheté un bien à un X et un Y, c'est vraiment problématique. Ça, c'est pour bien. des personnes qui sont vraies. Oui, et c'est Mais il y a des personnes qui sont comme emballées dans la ruse. Qui sont comme c'est comme si c'est leur caractère intrinsèque, la ruse. Mais si tu es vrai, tu vas faire ce que tu dis là. Oui, Mais si tu n'es pas vrai, il faut être intègre avec soi-même, être ressembler à ses principes, aller jusqu'au Oui, bout avec ses aller- principes. aller jusqu'au Même si bout de c'est ses faux, idées. même si c'est faux, Aller jusqu'au aller bout de jusqu'au ses bout idées. et quand au bout en vous voyez effet. que ce n'est pas bien, vous allez Oui, revenir. oui. En Plutôt effet. que Et ça, je vais d'aller dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu recolles. que tu sais, et on va quitter cette phrase pour revenir tout à l'heure dans notre rubrique La Confidence. À tout à l'heure. Alors bienvenue encore, nous sommes bien sûr dans notre rubrique La Confidence et comme toujours on a deux confidences. Bonjour coach, j'ai décidé de montrer mon bulletin de paie à mon épouse et nous planifions nos revenus ensemble. Seulement dans mon travail j'ai des entrées supplémentaires qui sont parfois le même montant que mon salaire et je ne lui en ai pas parlé. Cet argent me permet de faire des investissements pour ma famille parce que je me dis que si elle est au courant, elle pourra vouloir augmenter ses charges. Seulement, elle a découvert dans mes effets l'acte notarié d'un terrain que j'ai acheté et m'a posé beaucoup de questions car ce terrain est à mon nom, mais mon but est de le sécuriser pour nos enfants. Il y a déjà une grosse crise financière, une grosse crise de confiance à la maison et je me demande si je dois lui dire tout ou alors continuer. Merci de m'aider. Il y a de quoi souffler. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, il dit qu'il garde l'argent là pour la famille, mais il achète quand même un terrain qui est en son nom. C'est ça qu'il faut savoir que c'est en son nom. Hein, c'est déjà quand même problématique de dire qu'on garde le superflu parce qu'on se dit que la femme est dépensière. Si elle est au courant de tout, elle va faire qu'on dépense. Mais en même temps, il achète quand même un terrain. Il met pour le nom, pour sécuriser les enfants. Est-ce que ça veut dire que dans Moi, sa pensée là, il a isolé sa femme parce qu'il dit qu'il sécurise pour les enfants? À mon avis, à moi, hein, ça dit, je peux me tromper, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête avec lui-même. Il essaye de se convaincre d'une chose qui est très fausse à la base. Parce que quand vous êtes vrai,
qu'est-ce qui vous empêche de dire à votre épouse que voici tous mes revenus, en plus de mon salaire, voici les revenus liés aux avantages. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça, franchement? À moins que vous pensiez que elle ne mérite pas d'être à l'aise. Parce que c'est ça que je disais tout à l'heure, les gens ont besoin de connaître leur place, de connaître leurs droits dans une relation de couple. Vous estimez que comme elle serre la ceinture, là, elle doit serrer la ceinture toute la vie, toute sa vie avec vous. Ça, c'est dommage. Donc, si ce monsieur ne change pas de mentalité vis-à-vis de sa femme, s'il pense que lui faire plaisir, la mettre à l'aise, c'est en faire une profiteuse, oui, c'est en faire une profiteuse, alors que sa famille à lui a besoin de tel ou tel, il n'a rien compris sur le mariage. Hein. Ta femme a le droit de s'acheter la dernière greffe, la dernière perruque qu'elle veut. Vos maris, vos revenus lui permettent. Si vos revenus lui permettent, tandis que ta soeur a un problème qui n'est pas un problème de vie ou de mort. Oui, bien sûr. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. La belle famille va se fâcher pour vous. Non, je suis désolée, dis la vérité. Non. Ta femme a le droit de dire que mes 10 000 si là, ou bien mes 20 000 si là, j'ai envie d'aller m'amuser, je suis trop stressée, je vais aller m'amuser. Oui, c'est son droit, c'est à vous de la convaincre. C'est son droit, le plus absolu. Donc il n'y a pas de balance à faire entre le problème de ma soeur et le besoin de mon épouse. C'est son droit. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris ça va jouer au petit malin. Et comme Dieu est bon, il fait qu'on découvre. On finit toujours par vous découvrir. Et quand on découvre, c'est difficile, une pilule difficile à avaler, quelles que soient les raisons qu'il va brandir. Là, maintenant, c'est une fuite en avant. Il est au courant de la crise de confiance. Quand il y a bien une crise de confiance. Et je pense que l'aspect que tu dis, c'est-à-dire que c'est révélateur. Parce qu'il dit en même temps qu'il le fait pour le bien de la famille, mais en même temps, le terrain qu'il a acheté. C'est quelle famille? Non, sa famille, la famille dont il parle. Non, il parle de la femme et l'enfant. Non, la famille dont il parle, même s'il dit ça, il dit qu'il veut sécuriser ses enfants. C'est les enfants et autres. En fait, le message qui passe derrière, c'est que cette femme, au même titre que les meubles de la maison, est un bien qui l'accompagne. C'est simplement ça. Et à tout moment, on peut s'en débarrasser. Parce que lorsque votre épouse, c'est vous, une partie de vous, votre moitié, vous ne la traitez pas comme ça. C'est pas une idiote. Vous n'avez pas à prendre pour une idiote qui ne réfléchit pas. Tu veux mon bien plus que moi. Parce que quand tu regardes, il achète le terrain et la femme n'est pas au courant. Et puis il a mis le terrain parce qu'il dit vouloir le bien de sa famille. Mais il a mis le bien au nom des enfants. Et là, où est donc la femme à l'intérieur? Il a mis le terrain à son nom. Non, bien au nom. Il dit à son nom, mais il dit que c'est pour ses enfants. C'est pour les enfants. Mais finalement, la femme n'a pas de place. Mais moi, je pense que je ne peux pas facilement aussi condamner cet homme parce que. Non, on ne le condamne pas. On essaie de comprendre, de comprendre ce qu'il Je dis pas Angèle. Donc moi, il a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Bon, moi, quand j'écoute quelqu'un, je lui donne d'abord le bénéfice du doute. Je ne cherche pas à chercher derrière et tout. S'il a déjà dit que c'est pour sa famille, je crois. Parce qu'il va encore écouter son épouse. Quand on juge une personne, on écoute d'abord les deux parties pour savoir le fond. Donc moi, je pense que ce qu'il dit peut être vrai. Maintenant, au niveau où il dit que je ne veux pas que il y a l'autre argent, je ne veux pas que mon épouse soit au courant parce qu'elle peut être dépensière. Je crois que c'était un truc comme ça. Non, elle va augmenter ses charges. Parce qu'il ne veut pas qu'elle augmente ses charges. C'est tout la même chose. C'est révélateur de tout le reste. Là aussi, on a parlé de ça, c'est que parfois on ne revêt pas certaines sommes, certaines entrées parce que à cause des faiblesses de la personne. Ça, c'est ce qu'il est en train de présenter. Et s'il faut croire à tout ce qu'il a dit en lui donnant le bénéfice du doute, on peut déjà dire qu'il est en train de parler du problème de sa femme aussi. Non, si moi je veux lire entre les lignes, si vraiment cette femme avait un problème, si cette femme a un problème de gestion, elle est dépensière et autres machin, il n'aurait pas manqué de le mentionner clairement pour se justifier que si je fais ça, c'est parce que plus d'une fois elle nous a déjà gaspillé un argent qu'on avait réservé pour il aurait signalé ça. Nous les hommes, c'est comme ça qu'on parle, c'est sa façon de l'exprimer ça. C'est comme nous les hommes on parle. Mais il concrétise ce qu'il dit. Il a concrétisé, il a dit que ok, l'argent là je cache ça et en plus il a acheté un terrain. Oui, il a acheté un terrain. Ce que je comprends, on connaît les hommes qui ont fait ça, ils ont conçu le terrain là-dedans. Mais là c'est pas le cas de mon ami. Non, ce que je comprends dans le message, c'est que la femme n'est pas dépensière.
Mais Quand elle voit elle l'argent. serre la ceinture. Non, pas quand elle voit Elle serre l'argent. la ceinture. Elle serre la ceinture. Et elle a besoin d'un peu de facilité. Et il ne veut pas. Oui. C'est ce que moi j'ai perçu. Oui, C'est ce que moi j'ai il dit perçu. qu'il voit que s'il monte ça, elle va desserrer la Elle va ceinture. desserrer la Et ceinture. il ne veut pas que la ceinture soit Ça, elle est desserrée. dans C'est un visionnaire, il a vu loin. Non, Il ça a va vu de loin soi, et non. il veut visionner ces choses. On va aller, La ceinture, C'est un visionnaire. on va aller dans la C'est un visionnaire, le type. confidente, mais je pense que ce qu'on peut quand même dire, aider l'homme à comprendre, c'est qu'il devrait considérer sa femme. Et pour un homme qui dit pour le bien de sa famille, l'une des choses qu'il devrait démontrer qu'il veut pour le bien de sa famille, il aurait dû mettre ce terrain en son nom et au nom de sa femme. Parce qu'au moins, Oui. ça montre à l'épouse que c'est pour nous. C'est pour nous. Oui, oui, ça, pour non. nos enfants, Mais c'est mettre non à Mettre un en son terrain, nom, en celui de ton ses nom enfants. Moi, je pense personnel qu'il y a un et problème à dit ça, que au niveau du nom, parce qu'il y a des gens qui ont mis les terrains à leur nom, ça n'a jamais causé un problème quelque part. ce qu'on veut dire, c'est Mais il y en a aussi qui mettent et ça et cause que un ça problème. Ça, c'est le cas où ça cause un problème. ignorante, On va hein. attendre que ça cause un problème. La femme Donc, est elle est ignorante. chez lui. En fait, comme il faut démontrer à l'autre que je tiens à toi, Oui. je fais ça pour notre bien. Parce que pour cette femme, qu'est-ce qui va garantir que c'est pour notre bien quand je vois un terrain que tu as acheté en ton nom? Ah, là, il n'y a que la loi qui va me dire, acheter par le mariage, donc c'est bien C'est commun, vrai, pour ça ce revient. cas-ci, il doit. Donc, Parce que là, Et en réalité, Elle était ignorante de l'existence du terrain. pendant que la dame serre la ceinture, lui ne serre pas la sienne. Non, il ne sait pas. Il sait Alors, pas. là, rapidement, Non, c'est pas la bonjour ceinture. coach, la deuxième, ma mère a beaucoup souffert, très bien. Ça, c'est une femme. Ma mère a beaucoup souffert pour moi après la mort de mon père. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour me garantir de bonnes études et cela m'a fait avoir un bon boulot. Mon mari est une personne assez ouverte sur ses revenus, mais moi j'ai du mal à l'être car je me dis que si je m'ouvre totalement, je ne pourrai plus prendre soin de ma mère à la mesure de ce que je pense qu'elle mérite. Est-il possible de mettre mes revenus totalement avec mon mari et être sûr qu'il saura intégrer pleinement les soins de ma mère à considérer, ou alors je continue dans mon option? Et Donc, elle est un peu dans... c'est le même problème de la Elle est un peu préparation dans- au mariage. Oui, c'est ça. Parce Alors, que lorsque vous êtes préparé efficacement, votre mari connaît votre situation, Il connaît la situation de connaît la- votre mère, connaît votre histoire. Il connaît votre... et il est Et une un histoire homme pareille, ouvert. on ne peut pas ne pas l'épouser. On épouse ce genre d'histoire. On sait Histoire. que la femme que j'épouse ici là, Elle sort de loin. elle sort de loin grâce à cette femme, Ah. grâce à cette maman. Et on est même reconnaissant. C'est-à-dire qu'on donne même à cette maman en disant merci parce que tout l'investissement, c'est pas pour payer, mais on bénéficie Oui. de ce qu'elle a fait. Et elle a même dit que son mari est ouvert. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on voit Oui, bien il y que a le mariage, un c'est avantage. ouvert à la transparence, mais Oui. c'est elle qui a encore un problème parce qu'elle a peur que le gars n'arrive pas à donner. Si elle veut donner 100 là, ça met chaque jour, elle a peur que le gars ne dise que... Moi, je pense il faut qu'elle doit donner parler 20. à son Moi-même, mari. Eh, moi-même. à côté Lundu. Moi-même, je En pense tant qu'elle que doit homme, parler à son Qu'est-ce que mari. tu conseillerais à cette dame? Elle doit parler à son mari. Elle doit parler à son doit mari. parler Nous à son pensons mari. que, je pense qu'elle même a des bonnes dispositions. Le fait qu'elle demande, elle dit Elle est même comment une faire, bonne femme. c'est C'est qu'elle une bonne elle-même fille, tient surtout. compte déjà de l'ouverture de son mari. Elle voit que c'est un grand pas et vraiment, ce serait bien d'aller jusqu'au bout et de profiter de cette ouverture parce qu'ils sont très peu des hommes qui ont le défi, vraiment le défi et l'engagement à être ouverts, à ne rien cacher. Ils ne sont pas nombreux. C'est Donc, vrai, si on c'est a un vrai. mari qui a cet engagement, ce défi, il faut vraiment profiter pour faire avec lui et naturellement, vous allez accomplir ensemble de grandes choses. Donc, voilà, c'était la confidence. Nous passons à notre dernière rubrique de l'émission qui va s'achever dans quelques minutes avec notre rubrique à votre avis et on revient tout de suite après. De la faute. Ça c'est telle de tontine, c'est quoi? Alors nous sommes bien source de télévision, l'émission c'est au cœur de la famille. Quand l'argent prend le pouvoir dans un couple, nous achevons cette émission avec notre petite boîte. Alors maman Joséphine, notre conseillère conjugale, tu prends un papillon et tu fais passer. Tu fais passer s'il te plaît notre petite boîte à la pote Lundu. À la pote Lundu qui va passer. Tu vas passer à Angèle. Donc le principe est simple. On va te passer la parole. Tu lis ta question et tu nous réponds de manière succincte. Merci. Ma question est celle-ci. Une femme doit-elle faire des tontines sans montrer l'argent gagné à son mari? Je dirais oui et non. Ça dépend des cas. Au cas où il y a la communion, la transparence, elle doit montrer l'argent à son mari.
Mais si son mari est est très dépensier, elle ne montre pas, pourvu qu'elle investisse cela pour le bonheur de la famille. Très bien. Là, c'est clair. Elle peut montrer si le mari est quelqu'un de transparent. Oui. Si le mari n'est pas quelqu'un de transparent, si le mari est dépensier, elle investit ça pour le bien de la famille. Oui. On revient dans notre principe de l'argent doit être utilisé pour le bien de la famille et non pas pour des intérêts personnels. Alors, le prochain, apôtre Ilundu. Ok. Un mari qui n'assume pas convenablement ses responsabilités financières a-t-il le droit d'imposer à sa femme une disponibilité sexuelle? Ce que je peux dire, c'est que c'est un problème qui revient encore. Un mari doit d'abord assumer d'abord ses responsabilités. Ça, c'est indiscutable. On a dit ça dès le départ. Et l'une des choses, c'est qu'il ne doit rien imposer dans le domaine sexuel à son épouse. Il ne doit pas imposer la disponibilité sexuelle à son épouse. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas un débat au niveau de la disponibilité sexuelle. Une femme qui est même Normalement, qui est bien enseignée, qui écoute bien la voix de Dieu, c'est que son corps n'appartient pas. Et je veux aussi, donc là, au niveau, on a parlé des hommes, je veux aussi profiter pour dire que si ton mari n'assume pas le côté financier, ce n'est pas une raison pour être chiche. Ce n'est pas une raison pour refuser parce que c'est... Moi j'ai un problème au niveau des couples chrétiens parce que l'homme ne regarde plus dehors. Quel qu'en soit les défauts que vous voyez sur lui et tout ça, nous on a un problème, on ne peut plus être frivole comme on était avant, que si madame fait ceci, je peux aller. Et en plus à l'église, on n'est pas totalement parfait, on n'est pas totalement parfait en un seul clic. Parfois, les hommes dans l'église ont souvent des caractères qui travaillent avec le temps, ils grandissent dans la perfection jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ. Mais tout ça, ça vient après. Mais il faut que la femme comprenne qu'elle ne doit pas refuser parce que l'homme a ce caractère, c'est des chiches, il n'a pas l'argent, il n'assume pas, elle commence à porter des jeans chaque jour, elle porte des jeans. Sœur, pardon, même si ton mari est même dur, pour lui, il faut le conseiller, même parler au pasteur, à son pasteur, mais pour le côté de la maman, donne ça seulement comme ça, donne le bloc même pas. Pardon, parce que les frères n'ont plus ailleurs, ils n'ont plus le droit de regarder ailleurs. C'est d'abord une prison d'abord. Donc, il faut comprendre ce côté-là. Frère, toi aussi, côté financier là, il faut libérer. Bats-toi, bro, faut donner. Il faut te battre pour assumer, même s'il n'y a pas de lien. Il faut dire une chose. Pendant que tu parles, j'ai une image qui vient dans mon esprit. Il y a des sœurs qui se passent bien coiffées à l'église parfois. Elle veut vraiment servir le Seigneur, mais le fait ne sponsorise pas sa coiffure. Tu vois comment vous êtes joli là, tout ça. Donc, il faut aussi que dans l'église, les sœurs soient aussi. Elles ne sont pas qu'un jour à l'église. Donc, il faut que tout ça doit être réglé. Si on voit les sœurs souvent parfois mal habillées à l'église, écoute, une bonne sœur là, mais parfois c'est le frère qui ne s'occupe pas, franchement. Par exemple, s'il s'occupe pas, on ne doit pas voir ça. Regardez comment notre sœur, regardez comment il est un peu dur. Bats-toi aussi quand même. Bats-toi aussi quand même, mon frère. Ah, ta question était intéressante. Je vais répondre à la mienne. Acquérir des biens et mettre au nom d'une autre personne pour cacher à son mari, est-il risqué ou pas? C'est risqué, certes, mais à des moments, ça peut être un très bon risque à courir, selon le genre de mari qu'on a en face. Comme elle le disait tout à l'heure, si on a un mari responsable, si on a un mari qui vous rassure que vous êtes dans un projet ensemble, que vous êtes chez vous, que lorsqu'il y aura un problème, on ne va pas vous dire sors de chez moi, qui vous met en sécurité, c'est risqué, très risqué, c'est un mauvais risque à courir parce que qu'est-ce que vous gagnez à essayer de flouer quelqu'un qui vous traite bien? Mais si vous êtes en danger, si vous êtes en insécurité, si vous êtes en train d'investir comme dans du vent, je pense que vous avez besoin de surveiller vos arrières, et l'une des façons de surveiller ces arrières, c'est justement, lorsqu'on a des biens, de les sécuriser afin que, au cas où qu'on ne se retrouve pas complètement perdu, parce qu'on voit bien des scénarios dans ce sens-là. Une femme qui s'est donnée à fond dans un foyer et puis du jour au lendemain, elle se retrouve, elle perd tout.
elle perd ses enfants, elle perd le mari qu'elle a aimé, elle perd ses enfants, elle perd son cadre de vie, elle est complètement déstabilisée. Il y en a qui perdent la tête, qui dépriment. Et c'est pour ça que vous allez entendre beaucoup de femmes dire, il y a le cas d'une amie qui le disait, ça peut faire rire, elle dit que mon mari qui construit là, on est deux par l'homme à construire. Il construit, on dit bravo chérie, il vient, on masse ses épaules, on oui, mais c'est des oui, expériences que les gens ont vécues. C'est des expériences qu'elles ont vécues. Elle dit que tout ce que je peux faire, c'est j'achète les rideaux, finis de construire. Après, maintenant, j'habille la maison. C'est mon rôle d'embellir la maison. Ce genre d'idée, ça vient de quelque part. Ça ne tombe pas de nulle part. Donc, le risque peut être bénéfique à courir. Il y a toujours un risque de toute façon. Il y a toujours un risque. Alors, comme pour dire que en fait, c'est pas l'argent, on peut arriver et on peut vraiment conclure que l'argent n'est pas le problème en soi, mais c'est la vision financière que le couple a ou n'a pas qui peut naturellement être un problème et créer des tensions. Et il faudrait mieux s'accorder sur une vision financière qui vous sied dans le but d'avancer dans une certaine harmonie, parce que le plus important, comme on essaie de dire, c'est vraiment d'être en paix. Dès le début, coach, à la préparation au mariage. Très important. C'est important de s'accorder. Deux personnes marchent ensemble. Pour marcher ensemble, elles doivent s'accorder. Merci, Maman Joséphine, d'avoir été là. On espère qu'on te recevra encore à une prochaine occasion. Merci Nelly. Alors, Apôtre Ndou, merci beaucoup. On a beaucoup ri avec ta question. Tu nous as fait marrer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Et nous sommes toujours là pour partager le peu qu'on connaît. Merci. Alors, Angèle, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci à tous. Alors, bien sûr qu'on se retrouve mardi prochain quand il sera 14h, la même émission Au cœur de la famille, la même télévision, la source d'eau, Vive Télévision. Merci à Gabi, merci à Franck, merci à tous ceux qui nous accompagnent pour cette émission. Portez-vous bien et que Dieu bénisse votre famille. À mardi prochain.